Monsieur le Président, mes chers collègues, quel sera le défi de la session? Depuis près d'un an, la crise sanitaire causée par la Covid-19 occupe tout l'espace médiatique, politique et social. La plupart des pays n'agissent, ne réagissent qu'en fonction des derniers chiffres mesurant l'évolution de l'épidémie, chiffres d'ailleurs dont l'interprétation fait débat. Face à cette crise, dites-vous, face à ses conséquences de tous ordres, l'action publique est déterminante. Pourtant, ce sont bien les errements de l'action publique qui ont transformé cette épidémie en catastrophe économique majeure, il faudra le garder à l'esprit. Notre gouvernement, comme beaucoup d'autres, n'a pas été à la hauteur et sa gestion de la crise a été et demeure inadaptée, incompréhensible et inefficace. Les données complètes pour 2020, aujourd'hui disponibles sur le site de l'INSEE, confirment que le taux de mortalité des moins de 65 ans a été parfaitement stable. On note une légère hausse pour la tranche des 65-75 ans, plus 4%, ce qui nous ramène aux années 2010-2012 en taux de mortalité. Un peu plus forte chez les plus de 75 ans, presque 7% de hausse, mais avec un niveau de mortalité inférieur à la période 2000-2003, période pendant laquelle la France n'a pas connu d'épidémie notable. Il faut donc arrêter les discours anxiogènes. Ce sont bien nos gouvernants qui sont responsables de ce désastre et notre région est obligée de répondre à une situation qui frappe l'économie avec tous les drames humains que cela entraîne. Guillaume Pelletier le rappelait, cette situation est l'aboutissement de 40 années d'erreurs, mais je rappellerai que la France se trouve en déficit budgétaire de façon continue, de façon chronique depuis 1974. Nous savons pourquoi, mais c'est un autre débat. Il a fallu répondre dans l'urgence dès le printemps dernier. Nous l'avons fait dans la mesure de nos moyens, car faut-il le rappeler, notre collectivité ne dispose pas, contrairement à l'État, d'une capacité de recourir au déficit budgétaire, déficit dont je rappelais qu'il est permanent. Chacun peut remarquer que nous n'avons jamais fait de surenchère ni de propositions irréalistes. Ensuite, il a fallu décider des mesures de relance à travers les décisions modificatives. Là encore, nous avons accompagné en regrettant cependant certains choix qui ne sont pas forcément pertinents de notre point de vue. Aujourd'hui, le budget 2021 se veut une réponse forte à la crise. Et en même temps, vous dites confirmer et approfondir l'ensemble des orientations et des mesures prises au cours de cette mandature. Cela mérite d'être débattu car c'est bien sur ces orientations que nous avons souvent marqué des différences. Globalement, le budget de la région augmente de 25%, les dépenses de fonctionnement de 25 millions d'euros, c'est-à-dire 2,5%, et les dépenses d'investissement de 316 millions, 79%. Au niveau de la structure du budget, les grandes masses varient peu toutefois. Les transports, qui représentent 36,5% du budget, mais plus de 44% des dépenses d'intervention. Le bloc enseignement, apprentissage, formation, 29% du budget, 32,6% des dépenses d'intervention. Donc sur ces deux grands ensembles, nous arrivons à 76,7% des interventions régionales, c'est-à-dire plus des trois quarts. En comparaison, l'aménagement du territoire, c'est 6%, le volet économique, 7,7%. Je pense qu'il est bien important de situer les choses parce que cela mesure, là aussi, l'impact de nos politiques. Au chapitre du fonctionnement, il faut tout de même souligner la hausse des moyens généraux, 8%, et de la masse salariale, 4,6%. Globalement, lors des orientations, et le Césaire l'avait remarqué aussi, nous avions souligné l'absence de priorité. Et il semble que les choses n'ont pas vraiment évolué, à part peut-être justement dans les domaines où il y a des politiques contraintes. Nous regrettons qu'il y ait finalement assez peu pour les territoires, plus 15 millions pour les CRST, mais qui est dans une logique, je dirais, d'entrée de montée en puissance de la nouvelle génération, mais on ne fait plus que suivre le calendrier que anticiper ou le rendre de l'accélérer. Et on note déjà dans les CRST2, dans les premiers qui sont signés, malheureusement, on note un déséquilibre dans les nouvelles autorisations de programme 2021-2028. Orléans Métropole représente 66% des crédits. Je pense que cet écart va se réduire au fil de la signature des contrats.
Mais une fois encore, cela montre bien que la ruralité n'a pas la même force de frappe que les métropoles, en particulier pour l'investissement, et que effectivement, il aurait plus difficile de finaliser la signature des contrats sur ces territoires. Assez peu également pour l'économie, malgré la crise que nous traversons, avec 18 millions d'euros investis, dont seulement 7 millions en soutien aux entreprises. On voit que c'est peu au regard du budget, mais aussi en comparaison avec les aides de l'État. Mais encore une fois, ce n'est pas surprenant dès lors que les deux blocs les plus importants que je citais représentent à eux seuls plus des trois quarts du budget. Le volet le plus important concerne le ferroviaire, à la fois sur le matériel roulant et sur les infrastructures. Cela correspond en partie au calendrier indépendant du plan de relance, le transfert des TET, transfert de charges le transfert de la charge des petites lignes et la maintenance des rames à mi-vie. Nous trouvons 35 millions d'euros supplémentaires pour les lycées en investissement, dont 26 pour l'immobilier. Le problème est de savoir si les nouveaux projets pourront démarrer rapidement. Enfin, 34 millions d'euros sur les programmes européens, nous y reviendrons car nous connaissons aussi là les délais de mise en œuvre. Pour conclure, la région est contrainte de revoir totalement la stratégie financière décidée en début de mandat, avec une dégradation de la capacité d'autofinancement, un recours historique à l'emprunt qui dégrade sa capacité de désendettement, et ce ratio va encore se dégrader en 2022. Rappelons que les régions, contrairement à l'État, sont contraintes par des règles en matière d'endettement et la charge de la dette va devenir à terme un réel problème. C'est pourquoi nous exprimons notre inquiétude au sujet de la relance du projet de loi 4D annoncé ici même par Jean Castex dans le contexte de crise que nous traversons. Nous voyons les présidents de région le réclamer et sans comprendre les conséquences que cela va entraîner, déclassement des routes nationales, financement et entretien des lignes ferroviaires déficitaires dont se désengage la SNCF, prise en charge accrue sur le volet santé, etc., etc. Le danger, nous le répétons, c'est un accroissement de l'inégalité des territoires avec un risque de décrochage pour certaines régions et en principe les plus petites. Et comme pour la loi NOTRe, cette nouvelle organisation serait problématique sans une réforme fiscale dont on ne prend pas le chemin. Aujourd'hui, notre pouvoir de taux ne s'applique qu'à 8,7% des recettes et encore pour la TICPE, nous sommes au plafond depuis le début. Et quand l'État sera contraint un jour à des efforts de redressement budgétaire, quand il faudra apurer la dette, les 90% de recettes qui en fait nous sont reversées par l'État risquent d'être revues à la baisse. Nous l'avons vu avec la DGF, alors que nos charges augmenteraient. Cela signifie que nous sommes loin de tout maîtriser en matière d'évolution des ratios financiers. Pour conclure, nous ne trouvons pas dans ce budget la traduction d'une véritable stratégie régionale en dehors de la transition, répétée comme une mantra, mais dont les objectifs ne répondent ni à l'urgence, ni à une politique de relance au-delà des retombées de la dépense publique, ni aux attentes du monde économique et plus généralement de nos concitoyens. Il faut être d'ailleurs réaliste au sujet de la dépense publique qui augmente de façon spectaculaire dans la logique du quoi qu'il coûte. Une manne qui devrait favoriser la relance et ruisseler sur les territoires. Mais attention tout de même, au niveau national, on pourrait être tenté de raisonner selon le schéma keynésien avec le rôle de la dépense publique pour relancer la consommation, mais cela est vrai dans une économie fermée. Aujourd'hui, une relance de la consommation profiterait pour une grande part à l'économie chinoise. En ce qui concerne l'investissement, c'est la même chose si l'on se place du point de vue régional. Les dépenses les plus importantes sur l'équipement ferroviaire ne vont pas créer d'emplois locaux, c'est ainsi. C'est pourquoi il aurait fallu aussi cibler davantage d'actions au niveau régional afin de relancer notre secteur industriel et de préparer l'avenir. Car c'est un véritable plan de relance ne se limite pas à réparer les dégâts de la crise. Il devrait comporter une vision stratégique qui ne peut s'envisager que si l'État joue pleinement son rôle de régulateur et demeure le garant de l'égalité des territoires. Encore une fois, c'est l'inverse que nous propose la loi 4D, désengagement de l'État, déconstruction de l'unité nationale, démembrement de la France et au final disparition de l'État-nation ennemi des mondialistes. Malheureusement, au-delà de ces constats, il nous est difficile d'amender ce budget de façon significative. Nous l'avons fait déjà par le passé, mais vous savez bien que cet exercice demeure symbolique, car il faudrait disposer d'autres moyens pour répondre dans chaque programme les lignes budgétaires que nous souhaiterions modifier. Je pense que c'est le travail que nous saurons à entreprendre peut-être dans quelques mois si les électeurs nous font confiance. Je vous remercie.
Merci.